Salut et bienvenue pour ce nouvel épisode de Dédicto, dans lequel on va s'attaquer à un gros morceau de la philosophie occidentale. C'est un incontournable dans l'histoire de la pensée humaine, qui touche à la fois à la métaphysique, à la morale, à l'esthétique, et donc à la philosophie politique. On va parler de la République de Platon. Autant le dire tout de suite, il va être impossible de résumer tous les enjeux de la République de Platon, un livre d'une richesse philosophique vraiment incroyable. Mais on va quand même essayer de synthétiser en tout cas les grands aspects politiques de cette œuvre. La traduction française de la République de Platon, c'est donc la République. Mais il ne faut pas penser que ce terme de République s'entend comme on l'entend aujourd'hui. Dans la langue de Platon, le grec ancien, République traduit peripoliteia, qui veut dire en grec « à propos de l'État » ou à propos de la Constitution, selon la traduction de politeia. Politeia dérive du mot polis, qui signifie cité en grec, et qui a donné aussi polites, qu'on traduit en français par citoyen, et qui a donné en français politique. Dans la République, Platon cherche à montrer ce qui est juste et injuste dans la cité. Et comme on va le découvrir assez vite, pour Platon, ce qui est juste et injuste a des implications métaphysiques très fortes. Mais c'est quoi la métaphysique? Pour le dire très vite, la métaphysique est une branche de la philosophie qui s'occupe des choses qu'on ne peut pas connaître par l'expérience sensible, par les sens ou alors par des procédés scientifiques. Une question métaphysique de base, c'est par exemple, est-ce que Dieu existe ou non? Est-ce que l'âme existe? Et si l'âme existe, est-elle immortelle? Qu'est-ce que l'être? Qu'est-ce que le devenir? Etc. Et on va voir comment ça se présente chez Platon. Les écrits de Platon, ce sont des dialogues, dans lesquels il met en scène le personnage de Socrate. Pas forcément le personnage historique de Socrate, mais plutôt une version platonicienne de Socrate, presque un personnage conceptuel. Dans les premiers dialogues écrits par Platon, Socrate interroge, questionne ses interlocuteurs pour que ceux-ci réussissent à définir un mot, un concept. Par exemple, la beauté dans le dialogue de Platon qu'on appelle l'Hippias majeur, ou encore l'amitié dans ce dialogue qu'est le Lysis. Et dans la République, ça va être principalement le concept de justice qu'il s'agira de définir. Cette question est traitée dans l'ensemble des 10 parties de l'ouvrage, qu'on appelle aussi livres. Il y a le livre 1, le livre 2, le livre 3, etc. Le livre 1 initie la discussion sur la justice et expose la conception traditionnelle sur ce qui est juste ou non. Être juste, c'est alors donner à chacun ce qui lui est dû. Mais un autre personnage du dialogue, le sophiste Thrasymachus, soutient un peu cyniquement que ce qui est juste, c'est la loi du plus fort. Le livre 2 part donc de ce constat qu'il est difficile de définir la justice en tant que telle. Un des personnages, Glaucon, le frère de Platon d'ailleurs, avance la thèse selon laquelle nous ne sommes justes que parce que nous y sommes contraints. Si nous pouvions commettre des injustices en toute impunité, nous n'hésiterions pas à le faire. Glaucon raconte une histoire pour appuyer sa thèse, celle de l'anneau de Gygès. C'est l'histoire d'un berger qui découvre un jour un anneau qui lui permet de devenir invisible. À l'aide de ce pouvoir, il séduit la reine et assassine le roi pour s'emparer du trône. Ce récit montre, selon Glaucon, que l'être humain respecte les lois et la morale que parce qu'il y est contraint, par peur de la punition, par convention, et non par pure bonté ou honnêteté. Cela signifierait que l'on est injuste par nature, que l'on serait juste seulement par peur d'être puni, ou alors pour préserver son honneur et sa réputation. Mais pour Socrate, la justice doit bien pouvoir être pensée comme étant un bien en elle-même, et non pas comme une chose permettant de jouir d'une bonne réputation. Pour cela, ce dernier va chercher à montrer ce qu'est la justice dans la cité, c'est-à-dire au niveau proprement politique. Par ce biais, il va pouvoir définir en même temps la justice au niveau de l'individu. Ce qui sera donc défini comme étant la justice dans la cité, le sera aussi pour l'homme. Mais avant de définir la justice dans la cité, Socrate propose de commencer par comprendre comment la cité s'est formée. Et cela commence par la nécessité qu'ont les êtres humains de coopérer entre eux pour vivre. L'un va fabriquer des vêtements, l'une va produire de la nourriture, et chacun va avoir une fonction, un métier. Tous pourront alors disposer des biens nécessaires à la survie, de quoi se nourrir, se vêtir, se loger. Au fur et à mesure du temps, la cité va s'agrandir et les besoins se complexifier. De nouveaux métiers vont naître, celui de marchand par exemple, qui va permettre l'échange avec les autres villes. La cité va alors s'enrichir, et le luxe va émerger, mais aussi la guerre, l'ambition, l'orgueil, et c'est ainsi que va apparaître l'injustice. Cette injustice, c'est le désordre dans la cité.
le fait que chacun ne reste pas à sa place. Une cité juste, ce sera donc une cité harmonieuse et ordonnée, dans laquelle chacun fait ce qu'il doit faire selon la fonction qui lui a été attribuée à sa naissance. La justice dans la cité, c'est donc l'équilibre entre les fonctions de chacun. Et il y a 3 fonctions qui correspondent à 3 groupes. Le peuple qui produit les biens, les gardiens ou les guerriers qui protègent la cité, et parmi ces gardiens, les meilleurs sont sélectionnés pour devenir les gouvernants. Pour légitimer et faire perdurer cette stricte hiérarchie sociale qui fait la justice dans la cité, Socrate propose de mettre en place plusieurs stratégies. Les gardiens, par exemple, vivront en communauté et ne posséderont aucune richesse. Ils seront également éduqués selon des règles bien définies. Aussi, chacun croira à un mythe des origines des races selon lequel les dieux ont fait les dirigeants avec de l'or, les guerriers avec de l'argent et le peuple avec du fer et du bronze. Ainsi, celui qui sera fait avec de l'or devra devenir un dirigeant, et ainsi de suite. Ce mythe devrait alors permettre de renforcer la croyance de tous en la perpétuation de la hiérarchie dans la cité. La justice, c'est donc le fait que chacun exerce sa fonction propre. Et elle est plus particulièrement l'harmonie entre 3 vertus qui appartiennent à chacun des 3 groupes. Ces vertus sont la sagesse pour les gouvernants, le courage pour les guerriers, et enfin la tempérance ou la modération pour le peuple. Souvenons-nous, la justice qui est dans la cité est la même qui est dans chaque être humain. Pour Platon, pour Socrate, la justice en chaque individu est aussi une harmonie entre 3 dimensions qui sont analogues aux dirigeants, aux guerriers et au peuple. Dans l'âme humaine, dit Socrate, on a la raison qui est dans la tête, l'ardeur qui est dans le cœur, et enfin le désir qui a sa place dans le ventre. Il y a donc 3 parties dans l'âme, comme il y a 3 parties dans la cité. Et à chacune de ces parties correspondent 3 vertus. La sagesse pour la raison, et donc les gouvernants, le courage pour l'ardeur, et donc pour les guerriers, et enfin la modération pour tempérer le désir, et donc pour le peuple. La justice, on l'aura compris, c'est donc l'harmonie entre ces 3 vertus. Ce qu'on appellera plus tard les 4 vertus cardinales, sagesse, justice, courage, tempérance, provient donc de Platon. Ainsi dans l'âme comme dans la cité, la partie résonante doit commander la partie désirante à l'aide de la force de la partie qui a de l'ardeur. Pour Socrate, 3 conditions doivent être menées à bien pour arriver à la justice. Tout d'abord, il doit y avoir au niveau des gardiens et des dirigeants une égalité entre les hommes et les femmes. Ensuite, c'est ce qu'on a appelé le communisme de Platon. Tout doit être mis en commun, et particulièrement les femmes et les enfants. Cela veut dire, entre autres, que les enfants vont être éduqués par tout le monde. C'est-à-dire qu'un enfant de gardien, par exemple, pourra devenir soit gouvernant, soit producteur de biens au sein de la multitude. Et enfin, 3e condition, et c'est peut-être la plus célèbre, c'est l'idée que les dirigeants doivent être des philosophes. C'est la thèse du roi philosophe ou du philosophe roi. En effet, le philosophe pour Platon est celui qui est le plus à même de diriger la cité, car c'est celui qui connaît comment fonctionne le monde et comment fonctionne l'âme humaine. Et c'est ici que la politique rencontre la métaphysique. On ne va évidemment pas avoir le temps d'entrer en profondeur dans la métaphysique platonicienne, mais on va essayer d'en dégager les principaux enjeux et les idées fortes pour comprendre comment ça fonctionne au niveau politique. Et rien de mieux peut-être pour cela que de partir de la célèbre allégorie de la caverne, narrée au livre 7 de la République. Socrate décrit une caverne dans laquelle sont enchaînés des prisonniers qui n'ont jamais quitté leur chaîne et n'ont jamais vu le jour. Ces prisonniers sont placés derrière un feu qui projette des ombres sur les parois de la caverne. Tout ce que peuvent voir les prisonniers sont ces ombres qui figurent des silhouettes humaines portant des statuettes. Pour les prisonniers qui n'ont jamais rien vu d'autre, la réalité est constituée de ces ombres. Pour Socrate, dans le monde sensible, nous sommes comme les prisonniers de la caverne. Nous croyons avoir affaire à la réalité, mais en fait, le monde que nous voyons est comme les ombres de la caverne, une copie imparfaite. Le philosophe est alors celui qui s'est détaché et a remonté la caverne pour voir le monde tel qu'il est. Non le monde sensible, mais le monde intelligible, qui n'est accessible que grâce à son intellect, sa raison. Le véritable savoir ne peut être celui que du monde intelligible, dans lequel prennent place les formes ou idées, du grec eidos, qui sont les entités véritables de chaque chose. Il existe une forme intelligible pour chaque objet sensible que l'on rencontre. Il y a par exemple la forme du chat en soi, qui donne leur réalité à tous les chats qui évoluent dans le monde sensible. On ne va pas aller plus loin, parce qu'on pourrait en parler pendant des heures, mais il faut donc comprendre que le philosophe connaît le monde intelligible et sait que le monde sensible a moins de réalité que le premier. Il connaît aussi le fonctionnement de l'âme humaine et sait que la justice de la cité fonctionne comme celle de l'âme.
On a donc vu ce qu'était la justice dans l'âme et dans la cité. On va voir maintenant ce qu'est l'injustice. On l'aura compris, il s'agira forcément d'un désordre, d'un non-respect de la hiérarchie entre les différentes parties de l'âme et de la cité. Socrate pense qu'il existe une dégénérescence de la cité qui va devenir de plus en plus injuste. Il établit ainsi une typologie des régimes politiques du plus juste au plus injuste. Le gouvernement le plus juste, après évidemment celui de la cité idéale dirigée par les philosophes, est la timocratie, qui repose sur le pouvoir de ceux qui ont le plus d'honneur et le plus de dignité. Cette timocratie est toutefois moins juste, car ce n'est plus la philosophie qui est au premier plan. Elle permet toutefois de garder une hiérarchie entre des classes. La timocratie se transforme ensuite en oligarchie, qui est le gouvernement des riches. Le goût de l'argent remplace celui des honneurs. Les riches deviennent de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres. Un désir d'égalité venant du peuple émerge et naît ainsi la démocratie. Un système, pour Platon, encore plus injuste que le précédent, car c'est la partie de la cité, et évidemment aussi celle de l'âme, qui dirige, à savoir donc l'intempérance et le désir. La spécialisation des métiers disparaît, ainsi que la hiérarchie entre les individus, condition nécessaire de la justice. Par le désordre qui se crée ainsi, le peuple en vient à se choisir un maître absolu, et la démocratie devient tyrannie. La cité devient totalement injuste, car elle est dirigée par le plus injuste des hommes, le tyran. S'ensuit alors un nouveau cycle de décadence, qui repart de la timocratie pour revenir au final à la tyrannie. Le seul moyen de rompre ce cycle est donc d'instaurer la cité idéale, dirigée par les philosophes. La fin de la République va montrer que contrairement à ce qui était soutenu au début, l'injustice n'est pas profitable, car elle est le signe d'une âme pervertie et désordonnée. L'homme le plus à même d'être heureux sera le juste, celui dont l'âme sera dirigée par la raison et non par le désir. Voilà donc, résumé à grands traits, les grands thèmes politiques de la République de Platon. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à vous abonner et à mettre un petit pouce en l'air. Vous pouvez également tiper si ça vous dit. N'hésitez pas à commenter pour dire ce que vous pensez de la cité idéale de Platon, à débattre avec moi ou entre vous. Et en attendant, comme d'habitude, portez-vous bien, à la prochaine.